Belle monstre répète moi, qu'est-ce que vous êtes bien. Bienvenue à vous dans votre émission hebdomadaire. Bienvenue à vous dans votre émission Tout pour tête. Vous connaissez déjà, chercher de nouvelles alternatives, des constructions avec une équipe. Saïdi Aïlouich. On est là. Ça va tranquille? Oui, posez. Ces temps-ci, c'est depuis quelques mois, la lutte, elle est permanente, primordiale ces temps-ci aussi. Donc, dédicace également à tous les militants, quelle que soit leur activité, quel que soit leur secteur, dédicace aux militants. Et ce soir, nous allons faire une très belle thématique avec des invités. Et c'est marqué juste en dessous, nous allons parler de l'intersectionnalité. Bonsoir mes invités. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci et toi? Ça va, tranquillement. Je vois un visage qui a déjà paru dans quelques émissions, que ce soit Papa Génité, Libre Antenne et également Tchoupoutet. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, moi, c'est Nil Kivar. Je suis martiniquaise. Je travaille dans le milieu social, principalement. Je suis intervenante sociale dans l'association Combit, notamment. J'ai 3 casquettes, donc intervenante sociale. Je suis aussi formatrice sur les questions de VSS, d'égalité femmes-hommes notamment. Tu peux rappeler VSS, violence sexiste et sexuelle. Et aussi, je fais des ateliers d'art plastique. Où effectivement, on va mélanger un petit peu l'art et justement tous ces questionnements autour de l'estime de soi. D'accord, ok. Voilà. Juste à côté. Bonsoir, moi c'est Yemanja Batucci. Je suis artiste, créatrice sonore. Je travaille aussi comme intervenante. Créatrice sonore. Ça consiste à quoi? C'est-à-dire que je crée des paysages sonores, je raconte des histoires avec les sons. Donc ça va être des paysages sonores de différentes formes qui peuvent être pour de l'installation sonore, pour des expositions, pour du documentaire. Et je travaille aussi beaucoup avec des jeunes publics, donc j'anime des ateliers de transmission de cette pratique-là auprès des jeunes. Et j'interviens aussi comme intervenante sociale à Combit avec Nil et Ulrich depuis 2024. Donc c'est assez récent, mais j'ai beaucoup travaillé dans l'éducation populaire, l'animation socioculturelle avec les jeunes, les moins jeunes aussi. Donc dans le domaine de la transmission. De l'éducation populaire, du social et le domaine culturel et artistique. D'accord, ok. Donc ce soir, nous allons parler d'intersectionnalité. Pourquoi, Louis? Dis-moi. Alors, parce que déjà, c'est un concept qui est connu de certains microcosmes chez les militants, donc microcosmes dans la société tout court, et chez les militants dans un certain microcosme. Sauf que l'idée, en tout cas à mon avis, c'est de pouvoir le répandre, parce que c'est important en fait de comprendre les enjeux qu'il y a derrière l'intersectionnalité, surtout quand on lutte contre un système. Donc ce soir justement on va voir un peu les enjeux qu'il y a autour de cela, mais à mon avis il faudrait le répandre parce que c'est peu connu et en fait en tout cas il y a des milieux qui s'en emparent dans le monde entier et qui montrent son efficacité et je pense effectivement qu'en Martinique, étant donné qu'on est à la croisée de beaucoup de problématiques, en fait concrètement ne pas prendre en compte l'intersectionnalité c'est une erreur en tout cas stratégique à mon avis. Donc c'est pour ça qu'il faut à mon avis l'aborder, le répandre, le vulgariser pour que le maximum de personnes puissent s'en imprégner pour rentrer dans le militantisme avec une autre vision. D'accord. Et avant tout, c'est quoi l'intersectionnalité? Alors, l'intersectionnalité, pour le définir simplement, c'est un outil pour comprendre en fait comment les différents systèmes de domination se croisent et impactent nos vies en fait de façon unique. Alors vous allez me dire, les systèmes de domination, c'est quoi? Les systèmes de domination, c'est par exemple le racisme, qu'on connaît bien, le sexisme, les LGBTQIA+, phobie. Dedans, il y a aussi la transphobie. Dans le racisme, il y a aussi le colorisme. Et également le validisme, c'est l'oppression sur les personnes qui sont en situation de handicap. Le validisme, ok, d'accord. Validisme. Le classisme, c'est l'oppression au niveau de la classe sociale. D'accord. La grossophobie, l'oppression des personnes qui sont en situation d'obésité. L'adultisme
Et dans l'adultisme, en fait, il y a l'agisme, donc c'est l'oppression envers les personnes soit âgées, soit très jeunes. Et dans l'agisme, il y a l'adultisme, qui est l'oppression envers les enfants. D'accord. Ok. Et c'est voilà, ça fait déjà beaucoup. Donc c'est ça les systèmes en fait de domination. Voilà. Donc en fait, l'intersectionnalité, ça nous permet en fait de comprendre comment ces systèmes-là, non pas s'additionnent, mais en fait vont se mettre ensemble et créer une nouvelle oppression. Par exemple, l'intersection entre le racisme et le sexisme, plus particulièrement la négrophobie et le sexisme, c'est la misogynoire. C'est misogynoire, exactement. Du coup, on est obligé d'inventer des mots pour pouvoir en fait mettre des mots justement sur ce que vivent les femmes noires. Elles vivent à la fois du racisme et du sexisme. De toute façon, depuis tout à l'heure, je vois que des nouveaux mots. Oui, en fait, le terme en fait d'intersectionnalité, c'est un terme qui a été amené par Kimberly Crenshaw, qui est une universitaire afro-américaine et qui est aussi donc une afroféministe, donc une militante. Elle travaille dans le domaine du droit, et donc ce terme-là, elle a vraiment posé un mot sur quelque chose, un concept qui existait déjà avant elle, hein, mais ce terme-là, il permet dans le droit d'amener une nouvelle juridiction, c'est-à-dire que parmi les victimes qu'elle pouvait accompagner, ou voilà, les cas qui pouvaient se présenter, on se rendait compte qu'il y avait des victimes qui subissaient non seulement du sexisme, qui subissaient l'impact du patriarcat, mais également du racisme. Donc là, c'est dans le contexte des États-Unis, mais le fait de conceptualiser ce terme, c'est quelque chose qui s'applique en fait un peu partout, qu'on peut reprendre nous aussi à l'échelle de la Martinique, qui peut exister aussi en France. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme l'expliquait Neil, qu'il y a différents systèmes de domination, il y a des personnes qui peuvent se retrouver à l'intersection de ces différents systèmes. Et donc, quand on doit définir des lois, juger et protéger les personnes, c'est important de pouvoir prendre en compte toutes les spécificités en fait, de leur situation et de leur place sociale. Est-ce que c'est pas comme une mauvaise convergence ? C'est-à-dire mauvaise. Quand je dis une convergence tout court, c'est-à-dire dans la négation par rapport à l'intersectionnalisme. Pas vraiment ? C'est-à-dire que ça donne si je comprends bien, c'est que plutôt... C'est comme une croisée, je veux dire. C'est une croisée qui donne un résultat qui est encore pire que si on vivait l'une ou l'autre des oppressions. C'est ça. Par exemple, selon l'ONU, les femmes noires gagnent en moyenne 20% de moins que leurs homologues blanches à compétences égales aux États-Unis. Donc là, en fait, c'est la convergence entre le fait d'être une femme, donc les femmes en général gagnent moins que les hommes, en plus de ça, d'être une femme noire. On connaît en fait l'oppression, en fait, le racisme systémique, l'impact qu'il a au niveau des personnes noires et au niveau de la classe. Donc au niveau de la classe sociale, en fait, ça va avoir un impact. Donc là, il y a carrément 3 oppressions qui fait que effectivement, dans la réalité, concrètement, il va y avoir de la discrimination, il va y avoir un impact effectivement négatif. D'accord. Ok, est-ce qu'on peut là expliquer les oppressions à travers des exemples, ou en tout cas des études de cas que vous avez Oui, bien sûr. Par exemple, là on a donné l'intersection du racisme et du sexisme parce qu'effectivement ça vient, le terme en fait vient de l'afroféminisme, mais en fait ça ne se limite pas qu'à ça. Il y a aussi par exemple l'intersection entre l'homophobie et le classisme. Par exemple, les personnes LGBTQIA+, qui sont racisées, c'est-à-dire qui sont la cible du racisme, sont plus à risque de harcèlement, y compris dans leur propre communauté.
Ça, c'est une intersection. Au niveau du classisme, une femme noire au chômage qui doit également faire face à des discriminations raciales dans sa recherche d'emploi. Je rappelle que effectivement en Martinique, donc là on est en pleine lutte contre la vie chère. Concernant les chiffres que tu donnais à l'instant, c'était plus dans un contexte mondial ou d'un contexte américain? Alors là, le dernier chiffre que j'ai donné, c'était aux États-Unis. Mais là, du coup, si on veut justement s'intéresser à la Martinique, ça c'est l'INSEE, c'est en 2024 que cette étude est apparue. En 2023, les femmes sont près de 4 fois plus souvent à temps partiel que leurs homologues masculins. Donc 22% contre 6%. Et ça, en fait, ça reflète l'idée que les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants et donc du coup qu'elles ne peuvent pas avoir un temps plein, en fait. Donc voilà, il y a ça. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Oui, et du coup, dans l'exemple que tu donnais, ça illustre aussi cette intersection entre le racisme et le classisme. C'est-à-dire que la situation de classe sociale va aussi donner une autre dimension au racisme et au sexisme aussi que la personne va subir. Et je voulais revenir sur la définition aussi quand on parlait d'oppression systémique, puisqu'on a plusieurs fois réutilisé ce terme et pour essayer d'apporter aussi de la clarté là-dessus. En fait, quand on parle d'oppression systémique ou de système de domination, en fait, on parle aussi de répartition du pouvoir dans la société. C'est-à-dire comment en tant que société, on s'organise et on répartit le pouvoir, qui prend les décisions, qui peut faire quoi, qui a quel privilège. Et donc, les différents systèmes d'oppression dont parlait Neil, ils s'inscrivent là-dedans, dans une répartition du pouvoir. Et donc, par exemple, quand on parlait de sexisme, on parle du système qu'est le patriarcat, c'est-à-dire que un genre va avoir plus de pouvoir qu'un autre. Quand on parle du racisme, c'est que on va définir des races et qu'il va y avoir une hiérarchie entre les races et qu'une race va avoir plus de pouvoir qu'une autre. Et donc quand on parle d'intersectionnalité, quand on se trouve à l'intersection du genre qui a le moins de pouvoir et de la race qui a le moins de pouvoir et de la classe sociale la plus faible, plus on cumule ces choses-là, plus dans la société on manque de pouvoir en fait et on est plus vulnérable, on est plus en danger. Et en même temps, analyser en fait les choses avec ce prisme-là de l'intersectionnalité, c'est aussi se rendre compte que tout le monde au sein de la société va à la fois être dans des positions de pouvoir à certains endroits, à certains égards, et à la fois dans des positions d'être dominé, d'être opprimé à certains égards. C'est-à-dire que on peut être homme, par exemple, et donc faire partie du genre qui est au pouvoir dans le patriarcat, dans une société patriarcale, et être noir, et du coup faire aussi partie d'un système, faire partie du groupe dominé dans un système raciste. Est-ce qu'en Martinique, ça peut se caractériser avec le colorisme aussi ? Oui, tout à fait. C'est une des déclinaisons du racisme, en fait. Le système raciste, quand on schématise globalement, c'est créer des races et définir une race qui va avoir le pouvoir, qui va avoir l'hégémonie culturelle et économique. Et à l'intérieur de ce système-là, en fait, il va y avoir plein de rouages, et notamment le colorisme c'en est un. En fait, c'est que c'est pas seulement une race, c'est aussi une colorimétrie. Et plus on est clair, plus on se rapproche en fait du blanc, et donc de la race qui est au pouvoir, et plus on a de privilèges, et plus on s'en éloigne, et plus on se rapproche du noir, et donc du groupe social qui est le plus dominé, et plus on perd de pouvoir et de privilèges. Donc selon par exemple le genre de la femme, plus elle sera claire, plus elle aura des privilèges alors. Alors ce qui ne l'empêche pas de subir quand même du sexisme. Et même ça va être compliqué effectivement pour une femme foncée d'accéder à certaines choses, à certains privilèges, alors que pour une femme plus claire, même si elle subit le sexisme, elle subit le racisme, mais le colorisme l'avantage. Donc en fait, on peut être à la fois opprimé et oppresseur.
Et ça, c'est vrai que c'est un concept qui est un peu, pas nouveau, parce que ça a été théorisé il y a longtemps, mais qui semble pas très instinctif. À la fois d'être opprimé, par exemple en tant qu'homme noir, on est opprimé par le racisme, mais en tant qu'homme, on est privilégié par le sexisme. Donc, c'est pas facile de naviguer en fait. Parce que je constate également par rapport à la discrimination, même au niveau de certaines communes, dans le lieu d'habitation, il peut aussi y avoir une discrimination également qui peut s'effectuer. Si on habite dans certaines communes, dans certains quartiers, peut-être qu'il y a plus de difficultés à pouvoir progresser également dans le statut social. C'est aussi le poids des stéréotypes qui font que, en fait, on va avoir du mal à se projeter dans la réussite parce qu'on va intégrer ces stéréotypes, même si on n'est pas d'accord avec, à force de grandir, en fait, dans un milieu où on a des représentations qui sont très négatives, par exemple de sa couleur de peau, de son quartier, ou de son genre, ou de son... Enfin voilà, de toutes les oppressions possibles, et ben, on va finir par y croire, en fait. Par exemple pour le colorisme qui est un très bon exemple, à force d'entendre ah oui mais les cheveux gris c'est pas bon, les nez épatés etc, on va finir par y croire et peut-être même devenir comment dirais-je un agent du colorisme, l'adopter aussi, voilà c'est-à-dire aller donc en tant qu'opprimé, par exemple, alors qu'on est foncé, critiquer la couleur foncée d'une autre personne. Tout à fait, oui. Donc, l'intégrer malgré soi. Tout à fait. Et en fait, l'intérêt aussi, je trouve, de penser les choses avec ce prisme de cet outil de l'intersectionnalité, c'est justement que ça ramène de la complexité. C'est que, comme l'élément que tu rajoutais tout à l'heure, de la ruralité ou de selon là où on habite, on va pas être confronté aux mêmes choses. Et en fait, une même personne va cumuler à la fois le lieu de vie, là où on est. Donc, si on est en Martinique, voilà, la couleur de peau, le paillette, exactement, etc. Donc, ça rajoute et ça rajoute. C'est tout ce qui fait une identité, en fait. C'est tout ce qui fait qui on est. Et donc, chacun dans la société va avoir différentes couches dans son identité. Et donc, ça va influencer, en fait, ça va impacter les interactions, en fait, entre nous et comment la société va fonctionner. Et que c'est vraiment important, je trouve, de garder cette pensée complexe et pas binaire de alors soit on est une femme et c'est comme ça, soit... En fait, tout ça se mélange et on peut pas... c'est indissociable en fait dans notre identité. On peut pas être que un homme et puis effacer sa couleur de peau. On ne peut pas être. Voilà, tout ça, ça va ensemble en fait. Et justement, quand on parle d'impact, on n'imagine pas à quel point ça va loin. Justement, ce cumul en fait des oppressions et du système. Comme c'est un système, en fait, ça s'arrête pas juste aux interactions entre les personnes. C'est par exemple, il y a une étude qui a été publiée dans PNAS en 2016 qui montre que 50% des médecins pensent à tort que les personnes noires ressentent moins la douleur. Et ça a un nom, c'est le syndrome méditerranéen. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est ce qui est enseigné dans les facs de médecine, comme quoi les personnes qui ont la peau, le teint un peu hâlé, un peu foncé, donc les méditerranéens, en fait, ils simulent la douleur, en fait, et ils ont pas si mal ils exagèrent la douleur. Donc, c'est ce qui donne des chiffres terrifiants sur, par exemple, la mortalité des femmes noires, en fait, en couche. Donc, il y a à la fois le syndrome méditerranéen qui est donc une idée qui circule dans le système, et à la fois l'idée que les femmes noires c'est des femmes. C'est compliqué quand même. C'est compliqué, parce que non seulement il y a les idées reçues, mais également c'est retransmis par les professeurs lors de exactement. C'est un système. C'est quelque chose. C'est ça. Je constate que c'est très particulier. C'est vraiment le mot, comme tu dis, Neil, c'est un système. C'est-à-dire que du coup, ça repose évidemment sur des individus, mais vu que c'est un système, c'est pas juste telle personne est méchante ou elle est mauvaise. C'est vraiment que c'est comment la société fonctionne, et donc c'est comment on se forme, comment on s'éduque, comment on apprend et quels stéréotypes on véhicule dans nos imaginaires en fait au quotidêt. Donc c'est plus large que individuel. Casser ça.
C'est ça, et ça se joue aussi beaucoup au niveau des lois, d'où l'intérêt de bien choisir la personne qui va nous représenter en politique, et aussi de bien avoir en tête que l'impunité, elle vient aussi du fait, si les personnes en fait peuvent agir comme ça dans un système, c'est qu'il y a une impunité en fait, c'est que aussi il n'y a pas de conséquences. Et une sensibilité aussi. Peut-être que ces gens-là n'ont pas forcément la même sensibilité par rapport à ce système-là, comme on dit. Alors souvent, quand on est privilégié par un système, on va pas forcément aller voir. Voilà, c'est clair. Parce que bon, effectivement, quand on est conforté par rapport à ça, donc voilà. On va pas chercher bien plus. C'est plutôt confortable. Donc en fait, quand les gens commencent à dire on n'est pas d'accord, là, on va peut-être pas écouter. Et justement, d'où l'intérêt de cet outil intersectionnalité. Alors justement, pour comprendre que c'est pas une opinion que vous êtes en train de donner, tu as amené des ouvrages, Yemanja. Est-ce que tu pourrais nous les présenter, histoire que ça, de contextualiser? Tout à fait. En fait, donc on disait tout à l'heure que donc le terme d'intersectionnalité, il a été apporté par Kimberlé Crenshaw, mais il y a eu beaucoup d'afroféministes avant elle et ensuite après elle qui ont parlé de ce terme-là, notamment Audre Lorde qui écrit en fait. Qui est une afroféministe afro-américaine et qui est aussi une femme noire, lesbienne, et donc qui a milité beaucoup dans des mouvements féministes et qui fait la critique en fait du fait que elle dans l'intersectionnalité dans laquelle elle est très peu représentée en fait. Au final, elle est invisibilisée au sein des mouvements féministes. En tout cas aux États-Unis, qui à l'époque où elle militait était majoritairement blanc. Et du coup, donc là, ce livre-là, c'est un recueil de poèmes, d'essais, dans lequel elle parle beaucoup de son expérience personnelle et au sein de mouvements de lutte. Et donc, moi, c'est une autrice que j'aime énormément et j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux juste le montrer fixement? Oui, le montrer. Ok. Et du coup. Elle parle de beaucoup de ses expériences et de ces analyses-là de l'intersectionnalité. Dans la même idée, il y a Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir. Donc, c'est pareil, une analyse croisée de différents systèmes de domination, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et il y a 2 livres de Bell Hooks. Alors c'est vrai que là, j'ai beaucoup d'ouvrages qui sont... de la marge au centre. De la marge au centre et Ne suis-je pas une femme. Et donc c'est beaucoup des autrices afro-américaines. et en fait donc Bell Hooks, elle parle de ça aussi, de sa place en tant que femme noire et dans Ne suis-je pas une femme. En fait, elle analyse dans l'histoire esclavagiste des États-Unis. En fait, on a beaucoup parlé, il y a beaucoup d'historiens qui ont parlé de l'impact de l'esclavage, de comment ce système était organisé, et la place spécifique des femmes noires au sein de ce système, elle a été très peu abordée, et donc elle en parle dans Ne suis-je pas une femme, et de même après l'esclavage, au moment de la lutte pour les droits civiques notamment, comment les femmes noires se trouvaient à la fois, elles en tant que féministes, à la fois dans des luttes pour l'émancipation en tant que femmes, et donc à militer avec des femmes blanches, mais des femmes blanches qui pouvaient même être racistes, et du coup ne pas soutenir leur lutte à elles en tant que femmes noires pour l'émancipation aussi en tant que noires, et en même temps militer pour l'émancipation en tant que noire avec des hommes qui ne soutenaient pas leur combat féministe, et donc d'être un peu à cette place-là, un peu invisibilisée et en même temps tiraillée en fait. Ouais, tiraillée. Je constate également que c'est plus facile avec le système américain, vu que c'est un système communautarisme, d'avoir certains chiffres également avec des communautés, parce que là, je constate, par exemple, en France, c'est plus difficile d'avoir certains chiffres et d'avoir des retours par rapport aux discriminations aussi, au niveau racial. Alors, effectivement, en France, les études sur la race
sur l'ethnie, on va dire. Les études sur les ethnies sont interdites. Les statistiques. C'est ça. Les statistiques, en fait, sur les ethnies, parce qu'on considère que c'est raciste. Alors que justement, c'est un outil qui nous permet d'évaluer jusqu'à où et comment les minorités en fait sont impactées, les personnes racisées sont impactées. Et du coup, il y a une sorte d'omerta, en fait, il y a une sorte de silence qui permet au système de continuer de fonctionner. Dans une continuité, tout à fait, c'est clair. Parce que on n'a pas des chiffres concrets et du coup, on est obligé de se baser sur les États-Unis, qui certes sont un exemple très concret de ce qui se passe. Et il y a des études à l'appui. Voilà, il y a beaucoup de similitudes avec. Il y a beaucoup de chercheurs également afro qui effectuent ce genre d'études pour pouvoir au moins avoir un avis tranché et puis avoir aussi l'information. Et comme tu l'as très bien dit, là-bas, le communautarisme n'est pas aussi mal vu qu'ici, qu'en France. Ici, enfin, en tout cas, dans la République française, il y a un côté, il faut que tout le monde soit bien intégré, etc. Voilà. Et il faut. J'ai envie de dire un peu hypocrite, mais bon. En tout cas, nous, on a essayé de voir en fait quels sont les chiffres effectivement, et c'est très difficile de trouver des chiffres en fait concrets où on dit les vrais termes. Les sources sont concrètes. Noir, blanc, voilà, c'est très difficile. Et c'est lié en fait aussi à la politique spécifique, la politique française, enfin la politique coloniale française, parce que chaque État colonial a mis en place des politiques différentes, et la France a mis en place une politique d'assimilation. Et donc après la départementalisation, après l'abolition de l'esclavage, toute la politique qui a été mise en place visait à ne plus ne plus parler de race, de ne plus avoir de termes en fait pour en parler et de dire qu'on est tous pareils. Et donc ça noie en fait un peu le poisson parce qu'on ne peut plus le nommer, mais la réalité elle est toujours là en fait, elle est toujours palpable. Et d'autres États coloniaux, que ce soit les Anglais ou les États-Unis, ont mis en place d'autres stratégies qui ne sont pas forcément moins violentes, mais juste qui présentent au moins l'avantage d'avoir des termes en fait pour dire ce qui se passe. Justement, on va se spécifier en tout cas les choses on va faire un focus en tout cas sur notre système de domination qui est assimilationniste. Pourquoi l'intersectionnalité sera pertinente en tout cas dans nos luttes, à votre avis? Alors, pourquoi moi, je pense que c'est important, en fait, de pouvoir prendre les vécus de chacun pour renforcer nos rangs, en fait. C'est-à-dire que en se rendant compte que finalement, tous et toutes, on est touchés par une oppression, on peut faire les choses ensemble plutôt que contre. Donc, je pense qu'il y a un intérêt général en fait à prendre en compte en fait que quand on est LGBT et noir en fait on n'a pas le même problème que quand on est homme et cis hétéro et noir. On n'a pas les mêmes préoccupations lorsqu'on est en situation de handicap et femme et valide et femme. Et en fait moi, je pense que ça peut créer de la solidarité déjà, et puis plus de compassion, de compréhension. Je pense qu'on a vraiment besoin d'unité, en fait. Surtout en ce moment où je dirais pas qu'on cherche à nous diviser, mais... Oui, tu peux le dire, hein. En tout cas, peur de le dire. On le dit à ta place. J'ai quand même cette impression-là que avec l'intersectionnalité, on peut se rejoindre en fait, on peut s'observer et se rejoindre au croisement de nos luttes. En fait, ça nous permet d'intégrer toutes ces subtilités, comme tu disais, toute cette complexité qui n'est pas en fait à rejeter pour que ça soit tout lisse, etc. Mais qu'avec nos différences et avec ce pourquoi on se bat, ce qui est important pour nous, qu'on puisse aller dans le même sens. De toute façon, c'est toujours une affaire de pyramide. Hein. Oui. C'est toujours pyramidal, c'est-à-dire qu'en haut,
Il y a l'homme, comme on disait la semaine dernière avec Valériane, sur l'afroféminisme, on parlait, l'homme blanc, patriarcal, etc. Ouais. Voilà, etc., etc. Donc c'est toujours pyramidal et c'est ce qu'il faut déconstruire. C'est ça. Oui. C'est pas, mesdames, allez-y. Et je tiens à préciser ce qui n'empêche pas, par exemple, un homme blanc cis hétéro de subir du classisme. Alors, par contre, effectivement, dans les luttes, on a bien vu que si on n'est pas déconstruit sur l'intersectionnalité, il peut se passer des choses un petit peu embêtantes. Justement, quand on parle, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de Nuit debout. Oui. Nuit debout, c'était Bastille, en France. Ouais, c'était pendant les revendications des Gilets jaunes. Donc là, ce sont des revendications de classe, c'est une lutte de classe. Et donc il y a des militants qui ont installé, qui se sont appropriés en fait l'espace à Bastille, donc qui ont installé des tentes, etc. Et en fait, dans cette lutte de classe, il y avait du sexisme et des agressions et des violences sexuelles envers les femmes. Oui, c'est quelque chose d'assez récurrent, même par rapport au combat par rapport à nos luttes également en Martinique au niveau du sexisme aussi. Oui, c'est ce que. Enfin, je voulais rebondir là-dessus, à la fois sur le fait que, pour répondre à ta question, Ulrich, c'est que quand on observe les systèmes de domination, en fait, on se rend compte que, même si là on en a nommé plein, ils fonctionnent tous à peu près de la même façon. C'est que le principe de base, c'est de déshumaniser. Et donc, une fois qu'on a déshumanisé, on a coupé l'empathie. C'est-à-dire que c'est pas un humain, donc la violence qu'il subit, ça me fait rien. Et c'est comme ça que s'est construit en fait le racisme, et c'est comme ça aussi que fonctionne le sexisme. Et quand on observe ces systèmes-là et qu'on vraiment décortique, on se rend compte que c'est la même base. Et donc c'est pour ça que d'amener une vision intersectionnelle, comme disait Neil, ça permet de créer des liens en fait, de se rappeler. Mais en fait, ce que je subis là, c'est la même chose, que je peux potentiellement me faire subir à quelqu'un d'autre sur un autre plan. Et donc, je trouve qu'en ce sens-là, c'est intéressant. Et pour rejoindre par rapport à l'exemple que vous donniez, je pense à un documentaire qui s'appelle No, et qui parle donc c'est des témoignages en fait de femmes afro-américaines qui ont lutté au sein du Black Panther Party, enfin des mouvements en tout cas d'émancipation des Noirs aux États-Unis. Et en fait, elles témoignent du fait que dans ces mouvements-là, où ils luttaient contre les violences policières notamment, elles subissaient dans le mouvement des agressions sexuelles de la part de leurs camarades noirs. Et elles ne pouvaient pas aller porter plainte puisqu'ils luttaient contre la police. Enfin, ils étaient en train de militer contre un État policier qui était brutal, qui était violent. Le même parti, il y a deux fois... Au sein du Black Panther Party, il y a eu plusieurs cas d'agressions sexuelles, même des militants très connus qui ont été accusés, qui ont été accusés de viol, où il y a eu vraiment des... Et en fait, c'était difficile pour les femmes noires au sein de ce mouvement-là à la fois lutter, parce qu'elles luttent pour leur vie, en fait, quand elles luttent contre l'État policier, elles luttent pour leur vie, et elles luttent en soutien de leurs frères dans le mouvement. Donc on avait un double combat. Et en même temps, au sein du mouvement, qui les protège, puisqu'elles peuvent pas se tourner vers la police, et en même temps, dans le mouvement, elles subissent aussi des violences. Et du coup, d'avoir cette vision intersectionnelle, c'est déjà mettre de la visibilité sur des personnes qui luttent aux côtés des autres et qui subissent des violences et qui ont besoin d'être protégées. En fait, pour moi, c'est aussi ça. Et donc de recréer de l'empathie, parce que les femmes noires, quand elles luttent, comme je disais, elles luttent aussi pour leur vie lorsqu'elles luttent contre les violences policières, et que les violences policières que les hommes noirs peuvent subir, en fait, si on décortique et qu'on observe ce système, c'est la même violence qu'ils font subir en fait aux femmes dans les violences sexistes et sexuelles. Et c'est des choses qui peuvent se retrouver aussi, là je prends un exemple états-unien, mais c'est des choses qui peuvent se retrouver aussi à l'échelle locale. Il y a eu des exemples également en Martinique, avec des affaires également, avec des militants d'une grande carrière, et malgré ça, ils avaient des antécédents pas forcément positifs. C'est ça, en fait, c'est difficile de s'imaginer
lutter contre une violence et en faire subir en fait une. Et c'est vrai qu'au niveau local, en plus, le background en fait qu'il y a derrière c'est ça, clair. ce qu'il y a derrière les antécédents en fait avec cette violence coloniale qu'on subit en fait toutes et tous. C'est difficile de s'imaginer qu'elle puisse se retrouver à l'intérieur de notre communauté, mais en fait c'est le cas. Et avec le mouvement, les mouvements en fait sociaux qu'il y a eu, on s'est retrouvé en fait avec la même problématique. Comme tu disais très bien, des personnes qui militaient ensemble, des femmes et des hommes, mais en fait, il y a eu des comportements sexistes, des comportements déplacés, etc. Et du coup, c'est dommage parce que, enfin moi en tout cas, je trouve ça dommage parce que ça nous divise, ça remet en fait du sel sur la blessure. Et ça nous empêche de guérir et d'avancer. Donc, du coup, en fait, ce mouvement qui avait une belle énergie, etc., parce que, en fait, il n'y a pas cet outil d'intersectionnalité qui est assimilé, qui est vraiment, en fait, qu'on a en tête, et du coup, il s'essouffle. Et du coup, finalement, on est tous perdants. Tout est tous perdants. D'ailleurs, quand on parle du fait qu'on est tous et toutes perdants, donc je rappelle effectivement qu'il y a beaucoup de militantes qui ont témoigné de ce qui s'est passé dans les mouvements pour les boycotts, en tout cas en 2019, où effectivement il y a eu une scission à un moment donné parce qu'il y a eu une problématique de sexisme qui s'est posée et que la réponse qui leur a été donnée, c'est pas prioritaire. La priorité, c'est de lutter contre justement le chlordécone et que ça, on le verra après, si on le voit. D'accord ? Il y a une première chose par rapport à ça. Et je rappelle aussi l'événement de 2009 pendant les grèves où un historien très connu, célèbre, je ne vais pas donner le nom, qui avait giflé une syndicaliste publiquement. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui est secret. Publiquement, il a giflé et tout le monde le sait dans le milieu syndicaliste, etc. Et c'est quelque chose qui a aussi créé des remous et qui a créé aussi une division au sein du mouvement qui luttait à ce moment-là contre les prix. Surtout que dans les mouvements de lutte en Martinique, on l'a vu avec la négresse Solitude, on l'a vu en fait avec toutes ces femmes qui sont souvent devant, qui sont dans la lutte, alors que effectivement il y a le sexisme qui pèse et qui dit vous êtes censés être à la maison. Elles descendent, elles sortent, elles vont dans la rue, elles luttent tout autant que les hommes. Et du coup, c'est une force, c'est une force en fait pour le pays. Une force supplémentaire. Qui est en fait, c'est 50% de la population en fait. Donc effectivement, lorsqu'il y a ces faits-là, c'est se priver de toute cette énergie en fait, et puis de tout ce que les femmes apportent en fait dans le combat. Ça revient aussi, excuse-moi, ça revient aussi à savoir la motivation de tout à chacun. Peut-être qu'il y a ce travail-là de libération, mais ensuite il y a aussi d'autres motivations qui sont peut-être plus obscures. Ça dépend encore. C'est pourquoi il peut y avoir un travail, mais il y a aussi peut-être un travail de déconstruction qui ne s'est pas effectué chez certains aussi. Tout à fait. Oui, et en fait, ça me faisait penser à ce que tu disais. C'est vrai que c'est récurrent dans les mouvements de lutte. Je trouve qu'on nous renvoie à cette hiérarchisation. Et donc, c'est ça qui divise d'ailleurs dans les luttes, le fait de se dire ça c'est prioritaire, ça on verra après. Et en général, l'agenda de qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui vient après, il est aussi défini par les personnes qui vont avoir le plus de pouvoir au sein des luttes. Et donc, si on a du pouvoir, par exemple, on a notamment, c'est beaucoup des hommes en fait qui vont dire le féminisme on verra après. Évidemment, si c'est pas quelque chose qu'on subit, il n'y a pas d'urgence vitale à le régler tout de suite. Et alors que justement pour reprendre donc ce concept d'intersectionnalité, en fait c'est indissociable. Si on subit à la fois du sexisme et à la fois du racisme, on a besoin pour être épanoui, pour survivre, juste avant même d'être épanoui, juste pour survivre, on a besoin de se débarrasser des deux. Et les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas hiérarchiser ou prioriser l'un par rapport à l'autre. Et c'est pour ça quand on parle de complexité, c'est que il s'agit de penser toutes ces luttes-là en même temps, à la fois en fait. Et que quand on parle aussi de lutte décoloniale, je trouve que c'est intéressant de se poser la question de
qu'est-ce qu'on veut en fait, c'est vers quel horizon en fait on essaye d'aller. Paradigme. Exactement, c'est quoi l'horizon vers lequel on essaye d'aller, et donc est-ce que c'est juste un horizon dans lequel on n'est plus dans un territoire colonisé, certes, mais du coup comment on fonctionne, quelles sont les relations entre les hommes et les femmes dans un territoire qui serait plus colonisé. Comme je te disais, ça peut dépendre de la motivation, peut-être le but d'avoir le pouvoir, mais ce n'est pas forcément dans un but de cohésion entre hommes et femmes aussi. C'est ça. Je pense qu'il faut se poser la question parce que là, c'est vrai qu'on parle des luttes antisexistes, etc. Mais on prend rarement aussi en considération les personnes en situation de handicap. On prend rarement en considération les enfants aussi. On prend rarement en considération les personnes LGBTQIA+. On prend rarement en considération les personnes âgées aussi. Donc c'est par rapport à tout ce que tu disais dès le début. C'est ça. Et je pense que est-ce qu'on fait peuple vraiment, ou bien est-ce que en fait c'est juste il y en a qui dirigent et puis les autres ils se font opprimés. Parce que si on est honnête intellectuellement et qu'on critique le système de domination coloniale, on ne peut pas fermer les yeux sur les autres systèmes de domination. C'est pas possible. Si on est très très honnête intellectuellement, on ne peut pas en fait faire fi de l'oppression des personnes âgées, des personnes en situation de toutes ces oppressions, des femmes, des personnes gays, homosexuelles, lesbiennes, trans, etc. C'est pas possible en fait. Et je pense que ça fait réfléchir, ça bouscule, c'est vrai, ça bouscule. Mais j'invite en fait chaque personne à se poser la question de qu'est-ce qu'on peut y gagner en fait tous ensemble. Parce que c'est vrai qu'on agit souvent par intérêt, on va pas se mentir. Mais justement, qu'est-ce qu'on a à y gagner, même si ça vient de bousculer. On est dans cette intersectionnalité-là, de toute façon, pour pouvoir créer et puis pour pouvoir démontrer aussi que c'est pas juste une lutte, mais c'est une lutte en général qu'il faut pouvoir faire émanciper, j'ai envie de dire. Exactement. Après, chaque personne peut se dire moi je lutte pour par exemple les personnes en situation de handicap, etc. Et c'est déjà le cas. Mais que chaque lutte en fait puisse avoir en tête quand on fait un événement par exemple je sais pas moi pour lutter contre le racisme, penser à mettre des accès pour les personnes handicapées par exemple, pour qu'elles puissent aussi les personnes en situation de handicap. Oui, alors on peut dire les deux normalement, de ce que j'ai compris. Oui, en effet. En situation de handicap. Tu as commencé à aborder une sorte d'appel à l'action. Est-ce que vous pouvez en tout cas développer là-dessus et nous donner finalement votre vision de comment justement on peut coupler ça à des actes? Il y a des exemples concrets qui se sont déjà produits. Par exemple, Adama Traoré, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la sœur... Assa Traoré, c'est la sœur d'Adama. Oui, voilà. Pour Adama Traoré, la sœur d'Adama Traoré, en fait, a réussi à réunir, en fait, des collectifs qui luttent à la fois contre le sexisme et des collectifs qui luttent à la fois contre le racisme. Et en fait, les rangs ont gonflé, doublé et triplé parce que justement, c'est des milieux en fait qui se rencontrent pas toujours, mais qui là, en fait, dans un élan de solidarité, dans un élan en fait de lutte en fait de lutte commune, qui a réussi grâce à l'action de cette femme en fait à se réunir. Et alors effectivement quand on demande aux Français, 72% des Français pensent que les luttes pour l'égalité des sexes et contre le racisme doivent être liées. Et je pense que c'est le cas pour toutes les oppressions, les systèmes de domination en fait. On a plus à y gagner d'être ensemble parce qu'ensemble on est plus fort, tout simplement.
Oui, et je trouve que c'est un très bon exemple que tu donnais en parlant du mouvement pour Adama Traoré, parce que du coup j'avais participé aussi aux marches, donc il y a une marche à Beaumont chaque année. Et en fait, il y a aussi un collectif qui lutte pour l'écologie, un collectif qui associe à la fois les luttes des quartiers populaires et les luttes pour l'écologie, qui a été intervenu aussi à l'occasion de cette marche. Et donc, ça rassemble à la fois des militants qui luttent contre le sexisme et des militants qui luttent contre le racisme, et aussi pour l'écologie. Et parce que tous ces systèmes-là prennent racine au même endroit, en fait. C'est que c'est un système, par exemple, capitaliste, qui fait qu'on a des quartiers populaires, qu'on a des classes sociales différentes et qu'on a des quartiers populaires. Et c'est un système colonial et raciste qui fait que dans ces quartiers populaires, on va retrouver les mêmes populations issues de l'immigration, et qu'il va y avoir aussi de la répression, la police qui va être organisée d'une certaine manière. 93, 95 par exemple, sur la métropole. Et les violences policières dont Adama a été victime. 94, et que du coup, c'est aussi intéressant de faire des liens avec comment cette logique capitaliste dont découle tout ça, en fait, va aussi être le même problème qui va créer, en fait, les dérèglements climatiques. En fait, tout ça part de voilà, c'est ça, des mêmes systèmes, de la même chose. Et donc, c'est intéressant qu'on puisse lutter ensemble, parce que c'est ces mêmes systèmes qui ont tous ces impacts-là, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle ce terme, en fait, vient de l'afroféminisme, parce que l'afroféminisme, en fait, il existe parce que justement, dans les milieux féministes, en fait, on n'est pas tous d'accord entre féministes. C'est-à-dire que... Mais là, tu vois, là, dans un concept de féminisme plus au niveau de l'hexagone, quand tu dis ça. Parce que la semaine dernière, quand on parlait d'afroféminisme, on disait que par rapport à notre contexte à nous, il y a en majorité plus d'afro. Donc ce sera plus un féminisme, je dirais, martiniquais. Alors, c'est intéressant parce qu'on est sur un territoire colonisé. Donc, il y a forcément, à un moment donné, comment dirais-je, une oppression qui vient des personnes qui ne sont pas racisées, et qui va donner une intersection entre le racisme et le sexisme. Donc, en fait, c'est de là que vient l'afroféminisme. C'est qu'en fait, on ne se reconnaît pas dans le féminisme dit, je vais le dire franchement, blanc, en fait. Par exemple, et tu veux bien donner l'exemple des suffragettes ? Oui, non, je pensais pas aux suffragettes que j'avais en tête. C'est que souvent, quand on dit féminisme, le premier truc qui vient en tête des gens, c'est les Femmes. Et les Femmes, c'est un groupe de femmes, je crois qu'elles sont russes ukrainiennes, en tout cas blanches, et du coup, qui ont leurs propres revendications et leurs propres stratégies dans leur espace, mais donc... Ce qui a beaucoup fait le buzz, c'est le fait qu'elles montraient leurs seins, en fait, et qu'elles avaient des revendications, je crois, écrites aussi sur leur poitrine. Et en fait, ça a choqué. Et souvent, quand on dit féminisme, pour beaucoup de gens, c'est associé à ça. L'amalgame, ils font le rapprochement. C'est ça. Alors que nous, nos réalités, par exemple, en Martinique, elles sont pas les mêmes que ces femmes ukrainiennes. Et les façons dont on va lutter vont pas du tout être les mêmes, parce que notre culture n'est pas la même, nos enjeux sont pas les mêmes, et les façons dont on communique sont pas les mêmes. Et donc, effectivement, le féminisme, enfin, il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes, c'est un mouvement qui est vaste et du coup qui va prendre des formes différentes aussi selon les endroits, en fait. Tout à fait. Et il est possible justement que dans le féminisme, il y ait plusieurs courants de pensée, je dirais. Courants de pensée, qu'il y ait aussi de la domination, qu'il y ait du colorisme, qu'il y ait du racisme entre femmes, en fait. Et c'est pour ça que c'est important, aussi dans les luttes féministes, qu'on se mette tout à la page de ce que c'est l'intersectionnalité. Pour pouvoir, en fait, puisqu'on a un objectif commun à la base, c'est les droits des femmes, mais en fait, tant qu'il n'y a pas cette conscience de l'intersection, en fait, des systèmes de domination, on ne pourra pas s'entendre. C'est clair. C'est ça. Toujours garder en tête que la façon dont la société fonctionne fait que, c'est complexe et on peut toujours être dans une position à la fois de dominé et de dominant à la fois, en fait. C'est ça. Même au sein des courants féministes. J'ai envie de dire qu'il faut que le vrai combat doit ressortir, même si on ne sera pas forcément d'accord sur tout, je veux dire la couleur de la table, etc.
au niveau de l'agencement certaines choses, mais au moins que le combat qui doit ressortir j'ai envie de dire, doit s'élever par rapport à ça. Ben, j'ai presque envie de dire que ce qui peut... Là, en fait, on peut tous combattre ensemble. Là, on peut tous lutter contre, en tout cas pour l'élimination de la violence, en fait, tout simplement, et des systèmes de domination, où, en fait, c'est quand il y en a un qui est au-dessus de l'autre que, là, il y a de la violence et que on va, en fait, être impacté. Voilà. Donc, en fait, tous ensemble, on puisse se dire, on n'a plus envie de cette violence. J'ai envie de dire, il faut arrêter la concurrence. Cette concurrence-là, une concurrence peut-être malsaine qui peut... La loi du plus fort, il faudrait peut-être enlever sur certains combats. Ça se discute, sachant que concurrence c'est plutôt un terme neutre. Donc le fait de dire que c'est une impression, parce que c'est pas juste une concurrence, c'est pas juste deux personnes qui s'opposent. Plusieurs groupes, je voulais dire, c'est pas forcément entre personnes. C'est pour ça que le terme concurrence, ils sont pas à égalité. Voilà, ils sont pas à égalité. C'est vraiment une oppression. Une oppression. Donc, tu as déjà commencé. Est-ce que tu auras un message justement? Vous auriez en tout cas un message à délivrer. Alors, effectivement, je vais pas être longue de toute façon. Ensemble, on est plus fort, tout simplement. Ensemble, on est plus forte, plus fort. Et c'est dans notre intérêt de se renseigner. Ça commence par soi. Et puis de se remettre en question, etc. D'être honnête sur les objectifs qu'on a. Et si les objectifs, si l'intérêt commun c'est de pouvoir vivre ensemble réellement, à ce moment-là, faisons-le ensemble. Oui, moi j'ai bien aimé aussi tout à l'heure quand tu disais, vraiment ça m'a marqué l'idée de faire peuple en fait. Ouais. Et que si on veut faire peuple, c'est comment? C'est dans quel horizon, comment ça se passerait et est-ce que et quelle relation on veut avoir les uns avec les autres dans ce peuple-là, dans la Martinique qu'on imagine en fait. Parce que souvent aussi on peut se dire que les féministes sont contre les hommes. Et c'est pas du tout ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que cette notion de faire peuple, c'est hommes et femmes pour pouvoir et si on regarde avancer. bien, en plus, souvent, les afroféministes, dans les luttes justement, aux côtés de Martin Luther King, de Malcolm X, aux côtés de Nelson Mandela, aux côtés aux côtés et même pas seulement aux côtés, mais parfois même localement. En tant que moteur en fait. Les femmes noires sont là en fait. Et je pense qu'il faut regarder cette réalité que en fait on n'est pas là pour se battre en fait. Forcément, si on subit de la violence, on va réagir. C'est tout comme le racisme en fait. C'est ça. Et donc peut-être un appel à la sérénité, à la paix et à l'unité. À l'unité, exactement. Et moi, je dirais qu'en tant que féministe, en tant qu'afroféministe, mon combat, il n'est pas contre les hommes, mais il est pour la protection des femmes et des femmes noires en particulier. C'est ça. Ok. Donc, en tout cas, ce sur quoi je voulais revenir, c'était comme tu en as parlé, à un moment donné, est-ce qu'on lutte contre un système? Le système, on l'a nommé, il est capitaliste, néolibéraliste, en tout cas on peut lui donner plusieurs termes, mais on sait qu'il y a une logique de production. Et donc, à partir du moment où il a cette logique-là, est-ce qu'on l'attaque? Parce que lui, sa logique, c'est on va diviser, on va créer des catégories, des fois même, c'est lui-même qui crée des catégories, on rentre dedans. Et en étant dans cette catégorie-là, on va défendre cette catégorie-là. Sauf que lui, ça l'arrange parce que ça fait que, en fait, dans sa tentacule, on n'attaque qu'une seule tentacule. Donc forcément, tu arraches la tentacule, mais lui, il en a toujours plusieurs, en fait. Donc il peut toujours, en fait, agir. Et si on est dans une lutte intersectionnelle, là, en fait, le but, c'est de l'attaquer sur toutes ces tentacules. Et là, certainement que ce sera beaucoup plus difficile, en tout cas pour lui, de lutter, parce que là, en fait, il verra que la stratégie qu'il met en place, en fait, sera caduque, parce qu'effectivement, les gens ont compris que on va peut-être sortir de nos catégories et ensemble, en tout cas, faire un combat contre un système et pas pour sa propre chapelle. Oui, dès que cette stratégie de division, au moins même s'il y a plusieurs, mais toujours contre le système qui nous dessert, j'ai envie de dire.
Oui, en fait, nos différences ne sont pas censées nous diviser. En fait, ça, c'est une construction du système capitaliste, voilà. Et c'est ça, en fait, quand on regarde à l'origine de toutes les intersections, des oppressions, etc. Quand on remonte les fameuses tentacules. Oui, effectivement, le capitalisme, le néolibéralisme. Et en fait, c'est là où est notre intérêt, de comprendre que diviser pour mieux régner, c'est une stratégie qui fonctionne et que si on joue le jeu de la division, eh ben, on va pas pouvoir avancer. On va s'y perdre, on va pas avancer. Et donc, unité, mais sous condition. En tout cas, ça, c'est moi, mon prisme à moi. C'est qu'on peut prôner l'unité. Il y a beaucoup de personnes qui prônent l'unité. Mais si elles ne se rendent pas compte, effectivement, qu'elles sont privilégiées et qu'elles vont oppresser d'autres personnes, ben, effectivement, moi, je n'ai pas envie de faire union avec ce type de personnage ou ce type de personne qui a cette pensée-là. Donc, c'est vrai que faire un peuple, c'est important, mais il faut déjà, en fait, qu'on puisse discuter et avoir cet échange-là. En quoi je suis privilégié, en quoi je te domine, qu'est-ce que je peux faire justement pour arrêter de te dominer, et là, on peut faire un peuple. Là, on peut peut-être s'unir. Mais si on ne fait pas ça, c'est clair et net que, en fait, ce sera toujours, comme tu le dis, certains types de personnes qui auront du pouvoir, qui vont l'exercer sur les autres. Oui, et c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que l'intersectionnalité, ça amène aussi ça, cette idée de se responsabiliser, en fait. C'est qu'il n'y a pas forcément un seul ennemi commun qui est facilement identifiable et contre lequel on peut tous lutter. C'est qu'on est tous, à un moment donné, selon les situations, en situation de domination et à la fois en situation, des fois, d'être dominé. Et du coup, ça demande à la fois de prendre conscience de ce qu'on subit, mais aussi de se responsabiliser sur là où on a des privilèges, là où on participe à ce que le système soit déséquilibré. Et du coup, vraiment, et la responsabilité, c'est pas évident parce que c'est inconfortable, parce que ça veut dire se remettre en question, même dans des situations du quotidien, de l'intime. Mais pour moi, c'est là que en fait, on peut faire bouger des choses. Parce que souvent aussi, les gens cherchent juste à avoir le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, et ben ils se battent c'est comme un coup d'État, juste pour l'avoir, et puis ensuite, en fin de compte, les lignes ne changent pas, c'est juste les hommes qui changent. Et en plus de ça, le fait de prendre conscience de ces privilèges, ça permet en fait de prendre conscience aussi de l'intersectionnalité, ça permet dans un premier temps de se responsabiliser, mais aussi de tendre la main en fait. C'est d'utiliser en fait ces privilèges pour pouvoir faire monter les autres. Par exemple, on sait que, alors je parle de ce que je connais, mais la voix des femmes noires est, comme tu disais, invisibilisée. D'ailleurs, il y a un film merveilleux à ce propos qui s'appelle Ouvrir la voie d'Amandine Gay. Et un homme, par exemple, noir, peut prendre la parole, non pas à la place des femmes noires, mais pour pouvoir dénoncer cette invisibilisation des femmes noires. Par exemple, avec ce privilège d'avoir plus de visibilité, en fait, et par solidarité, prendre la parole pour dire, mais en fait, ça me dérange. Et même si je suis privilégiée de par mon sexe, j'ai envie de pouvoir en fait mettre mon privilège au profit, pour en fait rééquilibrer au profit de ceux qui n'en ont pas. Donc ça peut être aussi une stratégie contre ce système qui cherche à nous diviser. Eh ben, ok, j'ai des privilèges, comment est-ce que je peux les utiliser pour rétablir une sorte d'égalité et d'équité en fait. Ok, bon. Mais c'était fort intéressant, on a appris ce soir sur l'intersectionnalité. Oui, nous sommes en direct, voilà, c'est bon. Merci à vous, mesdames, Merci. pour toutes ces informations par rapport à tout ça. C'était fort intéressant. À travers, on a pu constater le chemin qu'il nous reste encore à parcourir pour pouvoir aller vers cette émancipation-là. Mais au moins, on a certains éléments, certaines clés. Riche. Non, c'est comme je dis, unité, mais pas Sous certaines conditions. sous condition, pas à n'importe quel prix. Et justement, continuer à répondre ce message-là de ayons une vision intersectionnelle et certainement que ça va porter ses fruits. D'accord. Bon. Mesdames, merci encore. Riche vous Merci. a connaître. Téléspectateurs, téléspectatrices, vous connaissez déjà. À la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.